Signal de départ. L'Emerald Jean franchit la ligne, premier de sa catégorie. Chapitre 2. « Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?» s'exclama l'inspecteur Thomas Andreasson. Il se trouvait en compagnie de son meilleur ami, Peter Lagerlöf, à bord d'un des fleurons de la police maritime, un Streetsbot 90 de presque 16 mètres qui montait à 40 nœuds. Thomas l'avait commandé autrefois, mais depuis plusieurs années, il avait quitté la police maritime pour rejoindre l'unité criminelle de la police de Naka. Quand Peter lui avait proposé de venir voir le départ du Tour de Gotland, sa réponse avait fusé. Une journée en mer, ça ne se refusait pas, surtout s'il s'agissait de la plus importante régate du nord de l'Europe. Son œil expert venait de remarquer que quelque chose clochait sur la ligne de départ. Un magnifique Swan 601, parti en tête de sa catégorie, s'était soudain couché sous le vent et était sorti de la zone de départ. Une manœuvre maladroite et étrange quand il aurait fallu viser les hauts fonds d'Almagrundet pour cingler vers Gotland. « Passe-moi les jumelles, s'il te plaît », dit-il en tendant la main. Il portait à ses yeux les S noirs, tandis qu'il étirait son mètre 94 pour mieux voir. Le Swan s'était rangé face au vent, à peine la ligne de départ franchie. Le voilier aurait déjà dû avoir parcouru plusieurs centaines de mètres, au lieu de quoi il se retrouvait dernier, tandis que ses concurrents s'éloignaient rapidement. Un des membres de l'équipage monta sur le pont avant et agita les bras au-dessus de sa tête. Un signal de détresse classique en mer. Thomas vit son visage affolé dans ses jumelles. Son ventre se noua. Un événement grave était survenu à bord. « Tu vois quelque chose ?» demanda Peter en plissant les yeux dans la lumière vive. On dirait qu'il s'est passé un truc dans le cockpit. Il y a plusieurs personnes attroupées autour de la barre. Thomas ajusta la mise au point. On dirait, fit-il lentement, que quelqu'un est couché immobile face contre le pont. Mais c'est difficile à dire, la vue est bouchée. Peter se tourna aussitôt vers le policier qui tenait la barre. « Cap sur le Swan !» Son collègue effectua une rapide manœuvre et se dirigea vers le voilier. « Le capitaine a été abattu !» cria à leur approche le jeune homme monté sur le pont avant. Il agitait frénétiquement les mains. « Bordel, il y a quelqu'un qui nous tire dessus !» Il se tut, comme s'il venait de réaliser qu'il pourrait y avoir d'autres coups de feu. Effrayé, il s'accroupit et se serra de son mieux contre le grand mât. Ses yeux exorbités exprimaient la panique. Thomas regarda autour de lui sans bien savoir ce qu'il cherchait. Impossible de distinguer la moindre menace dans la foule des bateaux qui se pressaient à la surface de l'eau. Le vaste troupeau des spectateurs ne semblait pas avoir compris ce qui se passait. Pour la plupart, ils étaient occupés à regarder s'éloigner la régate. Les grands voiliers dansaient dans le miroitement du soleil. Au loin, on devinait la silhouette de Sandhamn et la tour de Corseux. Thomas mesura aussitôt la gravité de la situation. Un meurtre venait d'être commis sous ses yeux, devant des centaines de spectateurs et de participants de la course, pendant l'un des principaux événements sportifs de la station balnéaire. Les médias allaient s'en donner à cœur joie. Un énorme yacht Storebro 500 s'approchait. Il faisait presque 17 mètres avec plusieurs ponts. L'acajou poli brillait au soleil. Tout en haut du bâtiment s'ouvrait un vaste flybridge, sorte de passerelle d'où le bateau pouvait être manœuvré. Dans la brume de soleil, Thomas distingua un groupe d'hommes et de femmes qui les regardaient. Un homme d'un certain âge avec une casquette de capitaine et un polo aux couleurs du club nautique KSSS tenait la barre. Quand il ne fut plus qu'à une dizaine de mètres de la vedette de la police, il se pencha vers eux. « Il s'est passé quelque chose ? Gardez vos distances !» cria automatiquement Peter. Il n'était pas facile de manœuvrer sans trop s'approcher du Swan, ni dériver vers le yacht. Ce n'était vraiment pas le moment pour une collision. « Nous avons la femme de Juliander à bord. Comment va son mari ?» Un homme d'une 50aine d'années, lunettes et cheveux argentés, se dressa soudain dans le cockpit du voilier blanc. Il semblait bouleversé, en état de choc, comme s'il ne croyait pas vraiment à ce qu'il venait de voir. Quelque chose de rouge tachait son t-shirt. « On a tiré sur Oscar,
cria-t-il à l'homme à la casquette. « Oscar est mort !» De loin, Thomas vit une femme aux cheveux châtain clair se prendre le visage dans les mains avant de sortir de son champ de vision. Puis le vrombissement de l'hélicoptère de la télévision couvrit tout, rendant la communication impossible. Chapitre 3. Nora Lindé posa la main sur la poignée de fonte et la tourna doucement. Le portail blanc à l'ancienne répondit aussitôt et s'ouvrit sur le magnifique jardin, pourtant déjà en friche. Elle s'arrêta sur le perron de la Villa Brand, sans doute la plus belle maison de Sandhamn. Elle était au sommet de Gvarnberget, juste avant le chenal de l'île, et disposait d'une vue panoramique. Au loin, dans le détroit, on apercevait un des ferrys blancs de la Waxholm, en route vers le quai des bateaux de ligne. Bondé de touristes, bien sûr, c'était la haute saison. Elle distinguait les passagers penchés au bastingage, impatients d'arriver à Sandhamn. Ses cheveux blonds, qui avaient poussé pendant l'hiver jusqu'à ses épaules, flottaient dans la brise légère. D'un geste sûr, elle les noua en queue de cheval avec un élastique. De loin, elle avait l'air d'une adolescente, avec sa silhouette de garçonne et ses longues jambes bronzées. Ce n'était qu'en s'approchant qu'on découvrait une femme qui avait mis au monde 2 enfants. Elle laissait pourtant son chemisier bleu clair flotter sur sa taille. Elle venait d'avoir 39 ans et avait de menus rides autour des yeux. Sa blondeur cuivrée était parsemée de quelques cheveux blancs et sur son nez, un peu trop court, le soleil estival avait fait apparaître des taches de rousseur. Ses yeux gris étaient assombris par les soucis. Depuis le début de la journée, cela la minait. Elle avait rembarré Henrik, crié sur les garçons. Simon, 7 ans seulement, avait fini par lui demander si quelqu'un avait été méchant avec elle pour qu'elle soit si fâchée. À côté de lui, Adam avait approuvé en hochant la tête. Ça faisait mal. Elle avait respiré profondément en se promettant de ne plus se laisser influencer de cette façon. Ou du moins, de ne plus faire subir à sa famille le contre-coup de cette tension. L'étonnement d'apprendre que Signe Brand lui avait légué la villa commençait à retomber. Elle était comme une grand-mère pour elle, mais la peine qu'elle lui avait causée était encore vive. L'été précédent, on avait découvert que Signe avait tué son neveu et la cousine de celui-ci quand ils étaient venus exiger leur part de la grande villa. Nora avait failli mourir d'une chute d'insuline quand Signe, inconsciente de ce risque, l'avait séquestrée dans le phare de Grönsker. Henrik et Thomas, son meilleur ami, l'avaient retrouvée in extremis. Nora frissonna involontairement. Elle inspira à fond en essayant de se reprendre. Son ventre était toujours noué, mais le moment était venu d'entrer. Il fallait qu'elle décide quoi faire dans cette maison. Autant s'en occuper aujourd'hui sans attendre. Elle introduisit la clé dans la serrure. La porte résista un peu, pas étonnant dans une si vieille maison, mais finit par s'ouvrir sur l'intérieur familier que Nora connaissait depuis son enfance. L'entrée conduisait à une vaste salle à manger ouverte sur la mer, si proche qu'on pouvait en sentir l'odeur. De beaux rideaux de dentelle à l'ancienne encadraient les hautes fenêtres. À une extrémité de la pièce trônait un énorme poêle en faïence vert foncé à pampres dorés. Jouxtant la salle à manger, un grand salon avec d'antiques fauteuils et une véranda panoramique. C'était là que Signe avait été retrouvé juste avant sa mort. Après avoir pris de la morphine, mélangée à une grosse dose de tranquillisant. La maison était absolument silencieuse. Trop silencieuse. Nora réalisa ce qui manquait. Dans la salle à manger, la vieille horloge de Mora était arrêtée. Signe avait toujours veillé à remonter cette horloge que son grand-père, Alaric Brand, avait fait livrer un bon siècle plus tôt. Nora alla prendre la clé dans un buffet gris au coin de la pièce. Elle savait très bien où Signe la rangeait. Tiroir du haut, à gauche. Avec précaution, elle ouvrit la vitre du cadran et remonta l'horloge. Le tic-tac familier la fit sourire, tandis que des larmes lui montaient aux yeux. Elle se dépêcha de cligner des paupières pour les repousser. Il fallait faire face. La veille, Henrik et elle s'étaient disputés. Ils trouvaient qu'il fallait mettre la Villa Brand sur le marché, la vendre au plus vite pour passer à autre chose.
Ils en avaient parlé au lit alors que les enfants étaient couchés depuis longtemps. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.